Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander déjà par le chat de mettre un petit emoji ou un petit bonjour pour voir si vous nous entendez bien et, euh, et vous dire qu'on est déjà hyper content d'organiser ce webinaire. Donc, l'objectif, c'est de parler de culture client, comment en fait utiliser la culture client comme un booster de croissance. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir Baptiste, qui est le cofondateur de l'agence digitale Spark, qui a vraiment monté quelque chose d'assez incroyable à ce sujet-là. Donc, il va pouvoir nous partager son expérience. Ce que je vous propose, c'est que ça va être un. Voilà, donc ce webinaire, il dure 30 minutes. On va faire un petit ping-pong pendant 20 minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, on laissera les 5-10 dernières minutes pour pour répondre aux questions qui n'auraient pas été traitées là pendant l'échange. Euh, on va démarrer avec une petite session présentation. Donc, je commence et puis ensuite, Baptiste, je te donne la parole. Donc, je suis Thomas, le cofondateur de Trustfolio. Notre mission avec Trustfolio, c'est de digitaliser le bouche à oreille des meilleures entreprises B2B. Concrètement, en fait, on leur permet de capitaliser sur la recommandation client avec deux leviers. Premier levier, les témoignages clients. Donc, on est un tiers de confiance pour collecter les témoignages clients B2B. Et puis, deuxième levier, ensuite, une partie visibilité média. Donc, pour mettre en avant aussi les meilleures agences et les meilleures entreprises avec lesquelles travailler. Voilà. Et non, Baptiste, à ton tour. Bonjour à tous, merci Thomas. Donc Baptiste Lefranc-Morin, je suis un des deux fondateurs de Spark. Donc Spark, c'est une agence de marketing digital spécialisée en acquisition, donc gestion des campagnes, Google Ads, Facebook, etc. Donc c'est une boîte que j'ai cofondée en 2019. On va bientôt fêter nos 4 ans et aujourd'hui on est 50 à Paris et on gère entre 100 et 150 clients tous les mois. Voilà pour les grandes masses. Ok, trop bien. Bon, bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Si je te demande, pour toi, c'est quoi une entreprise qui est orientée culture client? Ouais, question intéressante. En fait, une des clés pour nous pour répondre à cette question, c'est comment tu hiérarchises les priorités, les intérêts au sein de ta boîte entre clients, employés, partenaires, etc. Parce que tout le monde peut se dire on est une boîte avec une culture client. Enfin, rares sont les boîtes qui vont dire le contraire. En revanche, c'est dès que tu as un conflit d'intérêts, comment tu vas arbitrer entre l'intérêt de la boîte, l'intérêt du client, l'intérêt de l'employé, etc. Et donc, nous, dès le début, on s'est dit, OK, on est une boîte de service, on sert nos clients, le client est roi et le client est au-dessus de tout. Voilà, alors, il y a des garde-fous, on pourra en parler. Mais voilà, donc très concrètement, c'est ça, c'est liste d'intérêts, et le client est au-dessus de la boîte qui est au-dessus de l'employé, etc. Alors, au-dessus, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les droits, mais disons on va par exemple sacrifier entre guillemets, l'intérêt de la boîte à court terme si c'est pour bénéficier au client. Un exemple très concret, c'est que on a des modèles où souvent on prend des commissions sur ce que nos clients investissent. Si on pense que c'est une mauvaise décision pour un client qui lance un nouveau levier d'acquisition, qui dépense plus à un mois donné, alors même qu'on va augmenter notre facture, si on pense que c'est une mauvaise décision, on lui dit non, même si pour nous, ça peut nous mettre dans une situation où on ne rentre pas dans nos frais, etc. Voilà, donc voilà un exemple, un exemple. Et alors, ça, c'est un petit peu la philosophie. En pratique, il y a évidemment des règles et des process qu'on va mettre en place justement pour justifier ces différences d'intérêt. Et il y a un effort de long terme, on peut en reparler aussi, mais c'est ce mélange un petit peu de valeurs, philosophie et de très concret qu'on met en place tous les jours. Ok, donc en gros, dès que tu as une décision à prendre, tu te mets à la place du client, c'est ça? Alors ça, c'est évident. Enfin, c'est encore différent, mais c'est-à-dire que vraiment, là, moi j'insiste, une des façons de le voir, c'est de se dire, comment on arbitre, parce que quand je veux dire c'est ton intérêt et l'intérêt du client, la décision sera toujours facile. Bon, ça fait plaisir à tout le monde, on prend une Hmm. décision classique. Le vrai conflit, c'est quand il y a des conflits d'intérêts justement entre plusieurs intérêts, et c'est là où se pose la question, où est-ce que tu arbitres? Et quelle décision tu prends. Et nous, là-dessus, on l'a tranché dès le début. Et c'est vraiment client first. Donc, c'est une des premières valeurs de Spark. C'est client d'abord. Ok. Si, est-ce que tu peux peut-être nous parler de la première un peu action que vous avez mise en place pour justement créer cette culture client? Ouais. Alors, déjà, l'action, enfin, on a vraiment commencé au début. Je pense qu'on n'était pas très bon, nous, pour définir les valeurs de Spark, etc. C'est un process qui a mis un peu de temps. Mais il y a une chose qu'on a mis dès le début, c'était justement cette première valeur qui est, je pense, la seule qui est restée au cours des 4 années, qui est client first. Et Ok. du coup, ça a guidé pas mal d'actions derrière.
Alors, les actions très concrètes, c'est que quand on formait les nouveaux arrivants, justement, sur toutes ces situations un peu délicates, en disant toujours tu te places dans l'intérêt du client, même si ça va à l'encontre de ton intérêt à court terme. S'il faut bosser 2 heures de plus, tu bosses 2 heures de plus. Un client où c'est récurrent, etc., là, c'est un vrai problème et c'est différent. En l'occurrence, tu te mets à la place tu favorises l'intérêt du client. Ça va être aussi apprendre sur les limites. Où est-ce que le client ne doit pas, évidemment, une fois qu'on a la règle client first, il faut aussi poser les garde-fous qui sont importants. Mais surtout, c'est sur tout ce qui est extra mile client, où on a fait beaucoup de prestats non facturés. Alors, dans la mesure du raisonnable, l'idée, c'est pas évidemment de se vendre corps et âme, mais c'est de se dire, on est un peu dans le même bateau et on va plus loin que la mission pour laquelle on est payé. Et surtout, en fait, au-delà de ce scope, c'est une responsabilité qui est élargie, où on se sent responsable un peu au-delà de notre périmètre. C'est-à-dire que s'il y a une agence dev qui doit faire une partie sur, par exemple, du tracking de campagne, et qu'ils n'y arrivent pas, on ne va pas se décharger sur eux en disant ils ne sont pas bons, ils n'y arrivent pas, on n'avance pas. À l'inverse, on va les aider, etc. Et du coup, tout ça, toutes ces actions, ça a été beaucoup de formation, ça a été aussi des décisions à prendre parce qu'on pouvait perdre de l'argent à court terme en disant on fait ça alors que c'est pas dans le scope. Mais ça a été clé pour nous et les clients nous l'ont bien rendu. Je pense qu'on pourra en parler après, mais voilà. Donc c'était un mélange de valeurs et d'actions très concrètes. Ok, donc en gros, ce que je comprends, c'est que tu as assez rapidement mis la valeur client first au centre un peu de toutes tes actions. Et derrière, en fait, ce que ça signifie pour toi, ça peut être des choses ultra concrètes, type faire une prestation non facturée dans la limite du raisonnable, bien évidemment, aller un peu au-delà du scope de ce qui vous est imparti, Exactement. euh, et puis ouais, donc pousser le curseur toujours un peu plus loin, en fait. Toujours plus loin. Et après, ça, c'est plus sur la façon de faire. Et derrière, après, il y a aussi ce que nous, comment on va le mesurer, comment on va incentiver, notamment nos consultants, à servir le client et avoir une culture client forte. Et ça, il y a pas mal d'axes. Je pense qu'on pourra en reparler. Mais dès le début, c'était important déjà de prendre du feedback assez informel auprès des clients. C'est-à-dire tous les mois les appeler, savoir ce qu'il y allait, ce qu'il n'y allait pas, pour comprendre vraiment où est-ce qu'on pouvait s'améliorer. Assez Donc évident, mais en fait, tes clients, tu les appelles tous les mois juste alors pour prendre du feedback. je vais être hyper transparent. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que j'ai pas le temps moi tout seul de le faire. Et voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit viser, même si on n'est pas assez fort là-dessus, assez rigoureux. Mais pour moi, c'est clé. Pas forcément tous les mois, mais ça peut être tous les trimestres, etc. Parce que dans l'informel, il y a quand même il y a des messages qui sont véhiculés, qui sont pas forcément donnés aux consultants dans des envois de feedback formel. Et souvent, c'est là où on a les vraies infos, à mon sens. C'est quand la personne se livre un peu de. Alors, j'aime pas l'expression de dirigeant, mais quand il n'y a pas les intérêts qui sont directement liés, le consultant, il n'a pas forcément envie de le charger. Voilà. Et donc hyper Donc important. ça, c'est un call du fondateur de la boîte qui appelle le client pour voir comment ça se passe. Ouais, et Ok. si possible, pas forcément l'opérationnel, puisque l'opérationnel, il a le nez dans le guidon. Et, euh, et lui, il aura plutôt des feedbacks précis, très actionnables sur ce qui est bien, pas bien, etc. Mais c'est plutôt sur la qualité de service en général, sur l'apport qu'on a pour la boîte. Et ça, c'est souvent un cran du dessus de la personne qui gère les campagnes, le fondateur, le directeur marketing dans notre cas, mais quelqu'un qui n'est pas forcément au quotidien sur la relation avec nous. Et point important, mais là, du coup, ça fait le lien avec Trustfolio, puisque nous, c'est une des façons aussi de motiver les équipes et de mesurer leur service client et le fait de bien servir les clients, c'est la recommandation client, qui est pour nous un peu un juge de paix, parce qu'un client le fait que s'il il est content, très content. Et donc, pour nous, c'est même quelque chose qu'on va mesurer. Ça va un prérequis pour passer à des grades du dessus chez nous. Et du coup, Trustfolio nous semblait une bonne solution puisque il y a un côté public. Donc, le client s'engage publiquement à nous recommander versus un email qu'on avait fait au tout début qui est pas du tout, qui est pas du tout du même niveau puisqu'il n'y a pas d'engagement. Donc, voilà. Donc, très important aussi d'avoir cette face, c'est plutôt la face visite de l'iceberg, le côté recommandation, puisque ça vient acter le fait que le client est bien servi. Et du coup, si je reviens un peu sur ce que tu dis là-dessus, donc aujourd'hui, toi, en tant que fondateur, tu essaies d'appeler régulièrement tes clients pour prendre la tendance, le pouls, etc. Donc ça te permet d'orienter un peu ton équipe.
Tu utilises Trustfolio pour justement détecter tes clients ambassadeurs et qu'ils le disent publiquement. Donc ça, c'est un outil de recommandation. Euh, et est-ce que tu as d'autres moyens pour toi de mesurer la satisfaction de tes clients? Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres indicateurs? Ouais, alors on en a, je pense, limite trop, mais en fait, on dissocie deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs qui sont factuels, où quelles que soient les conditions, c'est un fait, et donc là, je prends le taux de recommandation. Alors, taux de recommandation sur Trustfolio, mais ça peut être autre chose, ça peut être le taux de referral, le taux de clients envoyés, etc. Nous, en l'occurrence, c'est le taux de recommandation. Le churn client, il y a plein de raisons pour lesquelles un client part, mais en fait, il y a aussi plein de mauvaises raisons. Donc, ce taux-là, en moyenne, on suit de très près au niveau équipe, niveau global, mais aussi niveau consultant. Et plus récemment, on a mis en place un NPS qu'on a. Honnêtement, on est assez mauvais dessus parce qu'il y a plein de défauts, il y a plein de biais. Donc, voilà, pour nous, c'est un des axes de progression. Donc, ça, c'est un peu bon, factuel puisque bah, c'est une note qui tombe et voilà, on ne peut pas trop y déroger. Et ensuite, il y a plutôt du déclaratif. Donc, c'est un mélange des calls informels que je fais où je récupère du feedback pour savoir est-ce que le client est vraiment bien servi. Et chez nous, chaque semaine, les consultants mettent un mood client pour tous leurs clients qui est hyper déclaratif, puisque ça va dépendre de chaque consultant, mais qui permet de donner une appréciation, en tout cas leur ressenti sur l'avis du client. Donc le biais, évidemment, c'est que c'est déclaratif, mais ça donne quand même quelques pistes, puisque si on voit qu'un client, la perception en tout cas du consultant sur un client est faible plusieurs semaines de suite, on se dit qu'il y a peut-être un problème, et là on peut intervenir, et on va aller chercher, on va creuser, appeler le client, etc. Et ça, comment ça se matérialise? Concrètement, ça ressemble à quoi? Très concrètement, c'est chaque semaine. Alors, nous, on utilise Airtable. Je ne sais pas si certains connaissent ici, Ouais. notamment en outil de gestion de tâches. Enfin, on l'utilise pour tout. C'est vraiment l'ossature de la boîte. Et toutes les semaines, en fin de semaine, les consultants reçoivent un formulaire sur plein de choses, sur leur semaine, etc. Et pour chaque client, ils doivent noter de 1 à 5 le mood du client. Et ce qui est pas mal, c'est que ça donne aussi une vision agrégée et globale du portefeuille, mais on peut aussi creuser sur les moods qui sont bas, comprendre pourquoi, etc. Parce que eux, ils l'ont chaque semaine, le client, ou il y a des semaines où ils l'ont pas, et auquel cas, comment ça se Alors passe, du là, coup? c'est pas le client qui le remplit, hein. Il faut bien comprendre que Oui, c'est le c'est consultant. c'est Ouais. ouais. C'est le consultant qui le remplit chaque semaine. Et ok, donc s'il a pas eu le client, il met un ou il met. Bon, alors, non, tu peux ne pas le remplir si tu n'as pas eu le client, si tu as le 15 août et que tu as eu 0 interaction, tu ne remplis pas, mais c'est assez rare. Enfin, on voit nos clients toutes les semaines. Enfin, on les voit, on les a en tout cas, on a des relations toutes les semaines avec nos clients. Ok. Du coup, de ce que je comprends, en fait, ces indicateurs, toi, ils vont te permettre ensuite de driver un peu ton équipe, c'est ça? Alors, en fait, il y a différentes choses. Il y a, bon, déjà, il y a savoir est-ce qu'on remplit notre objectif d'avoir des clients satisfaits, qui est quand même le nerf de la guerre chez nous. Et il y a ensuite, au niveau individuel et par équipe, des objectifs. Et donc, je te donnais le taux de recommandation. Par exemple, quand quelqu'un entre chez nous junior et qui veut passer au stade du dessus, il faut X recommandations. Souvent, c'est en dépendant du portefeuille qu'il a géré et du nombre de clients. Mais donc, pour lui, enfin, la recommandation, trop solide en l'occurrence, vient acter le fait qu'il fait du bon boulot et lui permettre de passer au grade du dessus. Ok. Donc, eux, ils savent que enfin, donc du coup, tu as réussi en fait à avoir des indicateurs et des moyens d'incentiver ton équipe à la sélection des clients au final. Exactement. Exactement, ouais. Alors après, bon, il y a plein de biais parce que il y a des clients qui sont plus faciles, qui vont recommander plus facilement, etc., qui sont plus difficiles. Pour autant, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui que d'acter ce fait. Un client qui te recommande publiquement, c'est qu'il est content et du coup, tu valides un point pour évoluer. Ok. Et ça, d'un point de vue motivation de l'équipe, je pense que ça doit avoir un impact. En fait, il y a un impact au niveau individuel, ça je viens d'en parler. C'est-à-dire qu'ils sont incentivés directement sur cette partie Ouais. reco client. Il y a aussi un effet qui est plus difficile à mesurer, mais c'est la fierté, la reconnaissance d'avoir une reco, parce que nous, on va en parler donc très concrètement sur le chat général. Dès qu'il y a une reco, on va la publier, on va dire bravo Intel pour le super boulot, etc. Donc il y a un effet reconnaissance qui est important. Et au niveau collectif, je crois qu'on va peut-être en parler après, mais quand on atteint des milestones, donc là, on a récemment atteint les 100 clients qui nous ont recommandé sur Trustfolio. C'est quelque chose qu'on va fêter, c'est quelque chose qu'on va célébrer. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien direct avec notre valeur. C'est d'incarner le fait qu'on ait X clients qui nous recommandent.
Et c'est une bonne occasion pour faire une petite fête. Ok, bah justement, si on rentre sur cette partie petite Et fête pour j'oubliais, les... Ouais, j'ai vas-y. oublié un dernier point qui me semble important, c'est notamment quand là, donc on a une boîte de conseil B2B, parfois sur des boîtes qui vendent du logiciel, etc. C'est parfois pas évident de donner du sens. En tout cas, c'est plus compliqué que certaines boîtes où c'est la mission est assez évidente. Et ça rappelle aussi notre mission première, qui est d'aider des boîtes à grossir. Et je trouve que c'est important quand on fait du conseil de replacer ça. On n'est pas là juste pour conseiller, c'est conseiller parce que derrière, il y a des boîtes qui grossissent et on essaie d'aller grossir. Donc ça me semble important aussi. Voilà. Ok, trop bien. Sur cette partie justement incarnation de cette culture client, moi, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le webinaire avec toi. Vous m'avez invité à la soirée des 100 témoignages obtenus par Spark. Comment tu as eu l'idée? Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur cette soirée, le déroulé? Qu'est-ce que ça a provoqué dans ton équipe? Ouais, en fait, depuis longtemps, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est bon, c'est clé pour nous cette partie recommandation client. Donc, on avait envie de faire quelque chose pour les 100 recos clients. On avait vraiment envie de marquer le coup aussi, puisque ça arrive pas tout le temps, ce genre de milestone. Et c'est un moment où on voulait. Donc, on s'est dit à la fois, un, c'est clé pour nous, deux, on arrive sur un milestone très important. Qui est plus cohérent à inviter que Thomas de Trustfolio. Et donc l'idée est venue comme ça, assez naturellement. Et c'était aussi l'occasion de partager les témoignages qui nous ont marqués, certains drôles, certains sérieux, certains voilà. Donc c'était un bon moment et ça a aussi, je pense, fait du bien. Toute l'équipe s'est sentie valorisée puisque tout le monde chez nous a eu des recos et en citant quelques recos et tout, les gens s'y sont bien retrouvés. Donc hyper valorisant pour les équipes. Je t'avais organisé un petit jeu qui était assez sympa où tu donnais le contenu d'un témoignage et du coup l'équipe devait retrouver la personne qui avait qui avait laissé ce témoignage-là. Et Oui, ouais, exactement. j'avais trouvé que ça avait donné, ouais, c'était un bon jeu, ça avait bien marché. Et du coup, comment vous êtes arrivé à 100 témoignages? Alors, comme on y arrive, bon, déjà, je pense qu'il faut séparer. Il y a le fond. Le fond, j'espère qu'on fait en tout cas du bon boulot. Et pour vous donner un peu une anecdote, pas une anecdote, mais notre philosophie depuis le début, ça a été au maximum de baser donc, notre croissance sur la reco client. Et on a engagé notre premier sales il y a 9 mois. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on n'avait pas de sales. On faisait zéro sales, zéro marketing. Et donc, notre croissance ne venait que par reco client, par bouche à oreille, etc. Donc aujourd'hui, on a dû quand même monter une équipe sales parce qu'il faut grossir, etc. Mais donc ça a été vraiment dans l'ADN de la boîte. Et donc le fond, je pense, c'est qu'on a quand même très bien servi nos clients. Et donc on a permis de récolter ces avis. Et ensuite, la forme, c'est Trustfolio, puisque c'était un outil top, justement, pour passer de cette satisfaction client au public et le montrer. Et c'était le bon outil dont on avait besoin, justement, pour publier tout ça. Ok. Et donc, du coup, ce que tu disais, c'est que toi, tu as plein de moyens t'as plein de moyens ensuite de l'utiliser dans ton équipe. Vous le partagez comment, en fait? Ça se partage quoi, la machine à café? Comment? Alors, les avis clients? Ouais, Alors, le premier, bon, ça je l'ai déjà dit, mais c'est dès qu'on en reçoit un, c'est valorisé sur le chat et même en physique pour ceux qui sont là. On félicite la personne qui a reçu la reco. Là, on vient d'emménager dans des nouveaux bureaux et on va les imprimer, les encadrer et les mettre sur un mur des recos. Pareil, je trouve que c'est sympa. Ça vraiment, c'est un peu le retour. On est une boîte de digital, etc. Donc le côté physique où les gens ont leur petit nom écrit à côté d'un client qui est content, on trouvait ça sympa. Et voilà. Et puis après, il y a les histoires de grade, d'évolution qui sont liées à cette partie client. Et dernier point, et qu'on ne fait pas du tout assez, mais là on a recruté quelqu'un en marketing, donc on va le faire, c'est de communiquer beaucoup plus sur ces partenariats qui se passent très bien, sur ces recos, et donc concrètement des posts LinkedIn, des témoignages vidéo qu'on a déjà fait. Voilà, donc capitaliser un petit peu sur ces témoignages pour en faire un outil de marketing et de sales. ok. Il y a une question qui est tombée de Gaëtan qui demande comment tu calcules ton taux de recommandation client. Alors, ça, on voit mois par mois combien on a de recos par rapport à notre nombre de clients actifs moyens. Ça, c'est au global. Et sinon, sur un consultant,
plus au niveau semestre ou année, où en gros, sur l'année d'avant, il a géré, on va dire, X clients, donc 5 clients. S'il a eu une reco, c'est faible. S'il en a eu 4, c'est très bien. 5, c'est excellent. Voilà. Ok. Et ça, tu peux le suivre. Moi, je sais. Enfin, Ça, on le suit facilement. On est bien outillé, là-dessus. Ouais. ok. Trop bien. Donc là, de ce que je comprends de ce que tu me racontes, aujourd'hui, un des indicateurs clés qui te permet de voir si tu as une culture client, c'est le témoignage client. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu as mis en place dans ta boîte dès le début, en disant à tes consultants, bah, à la fin de la mission ou pendant la mission, il fallait me chercher ce témoignage qui va être un peu la validation que le client est satisfait de la mission. Exactement. Ouais. Alors, on ne s'arrête pas non plus à ça. C'est un des éléments importants puisqu'il est aussi, euh, en fait, il acte le fait que c'est bien passé. Il y a d'autres éléments, j'en ai parlé, mais il y a aussi un cran encore au-dessus, mais qui est beaucoup plus compliqué à évaluer. C'est la reco, pas publique, mais la recommandation à un autre client, le parrainage, on va dire, qui est très important pour nous. Mais ça dépend de il y a trop de biais, puisqu'en fait, une personne qui n'a pas de copains, qui ont des boîtes, va moins le faire. Donc pour nous, on le prend moins en compte, mais c'est aussi important, puisque ça, il y a des impacts business. Et puis, il y a tous les impacts, il y a tous les chiffres qui sont pas liés à la reco client, qui sont factuels en fait, de facturation, enfin, de rétention client, etc., mais qui sont très liés, en fait, à cette reco client en général. Ok. Pour rebondir du coup sur la question de Gaëtan, il y avait donc tu parles des détracteurs ou des clients neutres. Est-ce que toi tu considères par exemple qu'un client neutre peut passer dans le step de client satisfait ou pas du tout? Alors, enfin, comment il pourrait passer? C'est-à-dire à donner une recommandation ou le Bah, changer juste, ouais, en fait, c'est un peu, c'est quoi, enfin, donc du coup, qu'est-ce que tu mets derrière Reco en fait? C'est comment ça se matérialise concrètement? Ouais. Euh, Bah, pour moi, alors, c'est une bonne question parce qu'on a eu déjà quelques recos, mais très peu, très très factuels, sans adjectif. Donc, c'est par exemple pour nous, gestion des campagnes marketing. Donc là, on considère que c'est pas une vraie reco, puisqu'en fait, il a juste dit ce qu'on faisait, mais il n'y a pas d'adjectif, il dit pas qu'il est content, il dit pas que c'est bien passé. Donc nous, c'est à partir du moment où sur Trustfolio, il y a une recommandation qu'on juge positive, puisqu'il parle de bons résultats, de relations qui a été bien menées, etc. Là, on considère que c'est une vraie recommandation et on a tendance à exclure tout ce qui est factuel, mais en général, c'est assez faible en volume, puisque la personne ne va pas prendre 5 minutes pour écrire quelque chose qui est factuel sans intérêt, quoi. Donc, ok. en général, elle fait pas l'effort et elle va pas recommander, même si elle est sollicitée pour ça. Donc si je résume, recommandation égale témoignage public en ligne visible, Positif, ouais. donc collecté via Trustfolio, du coup, Ouais. positif. Donc tu fais un petit passage dessus et du coup, les clients qui vont pas répondre à cette partie. Alors, le son un petit peu coupé sur la fin. Ouais, moi, j'ai eu un appel en même temps. Ah oui, pardon. Ouais, les Euh, clients qui n'ont pas répondu, en gros, tu auras quand même d'autres moyens d'aller vérifier s'ils sont satisfaits ou pas, quoi. ouais, mais alors honnêtement, c'est très rare. On a eu très peu de clients satisfaits qui n'ont pas répondu. Les seuls cas où c'est arrivé, c'est truc typique, je sais pas, du fondateur qui est overbooké, qui a jamais 5 minutes et qui répond pas. Mais quand tu l'as au téléphone, il dit que c'est bon, voilà. Donc tu peux le classer, mais c'est très marginal. En général, les gens contents, enfin en tout cas nous, nos clients contents, ils étaient aussi contents de prendre 5 minutes pour nous écrire un petit mot. Après, c'est une question de timing aussi. Il y a des moments plus propices, je pense fin d'année, les gens ont moins de boulot, ils sont là, ils ont des cadeaux, etc. Ils sont contents de prendre du temps pour remercier ceux qui bossent bien avec eux, versus des périodes chargées où ils vont moins le faire. Mais du coup, assez marginal, cette partie qui répond pas et qui est quand même contente. Ok. Il y a une super bonne question de Leslie. Comment tu passes d'un client peut-être insatisfait, un client neutre, à un client satisfait? Qu'est-ce que tu mets en place? Euh, c'est une bonne question parce que c'est tout l'enjeu pour nous quand ça arrive. Alors, nous, sans rentrer en détail dans l'organisation, mais le truc typique, c'est un client qui bosse il y a un consultant qui bosse avec lui, donc il accompagne sur tous ces sujets d'acquisition. Quand on se rend compte qu'il n'est pas content pour plein de raisons, performance, relations, etc., dans ce cas-là, en gros, son N+1, voire d'autres personnes rentrent dans l'équation, creuse pour trouver ce qu'il n'y a pas. Cas standard, c'est juste que la collab est un peu pas très bien calibrée. On change quelques éléments, on va changer des reporting, on va changer un peu une méthode, ou voilà. On va s'adapter un peu plus au client. Cas assez radical, c'est que ça se passe pas bien de façon personnelle et les performances sont pas bonnes. On sait pas, on reset le truc et on met un nouveau consultant. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire parce que
on est très confiant dans les hommes qu'on place, qu'on met en relation avec clients. Donc c'est plutôt l'extrême, mais c'est arrivé quelques fois où il fallait changer un petit peu, il fallait prendre le risque de tout changer pour que ça marche. Voilà un petit peu donc différents degrés de réaction, mais dans tous les cas, il faut un apport en homme, des gens qui ne sont pas impliqués directement pour apporter un peu de sang neuf et apaiser une relation qui n'est pas bonne. Et toi, ça t'arrive d'être justement cette personne-là ou... Ça m'arrive sur certains cas. Alors, vu qu'on a 150 clients et qu'on a des crises, il y en a tout le temps quand on est une boîte de conseil, mais donc pas tout le temps, mais j'essaye au maximum. Notamment parce que il y a un truc bête et moi aujourd'hui je suis plus du tout le meilleur sur la partie marketing digital, mes consultants sont bien meilleurs que moi, mais il y a un côté valorisant pour le client où il se dit ok, il y a le fondateur qui prend en main les choses, donc même en fait si c'est une question de venir à un meeting, de te montrer, de cadrer avec tes équipes le sujet, souvent ça rassure et à raison parce que c'est pas uniquement se pointer et se dire je suis là, c'est aussi s'assurer en follow-up que ça ira mieux et de mettre des ressources en face d'un problème quoi. Ok. Ok, top. On est pas mal en termes de timing. Il nous reste 4 minutes. S'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vois que Gaëtan est en train de taper. Donc, Gaëtan est curieux. est-ce que toi, tu vois quelque chose, Baptiste, dont on n'aurait pas parlé sur comment vous avez mis en place cette culture client là, Ouais, depuis et le moi, début? en fait, non, mais il y a un truc dont j'ai oublié de parler, c'est tu me demandais ce qu'on faisait des témoignages et j'étais assez restrictif. Il y a l'interne, évidemment. J'ai parlé un peu de sales, notamment sur LinkedIn, mais on utilise aussi beaucoup ces témoignages sur nos press sales où, en fait, quand dans référence client et qu'on fait témoigner les clients, on a des vidéos d'ailleurs produites par Trustfolio de nos clients. Et sur nos business cases, on met la pastille Trustfolio avec le lien et on incite les gens à cliquer en fait, pour les renvoyer vers les 100 recos et ils se rendent compte qu'on est bien recommandé et tout. Donc, c'est aussi un argument fort, sales, et pas que prospection. C'est plutôt pour closer qu'on utilise Trustfolio. Ok. Ouais, ce que je trouve canon, c'est que toi, tu as réussi en fait, à avoir vraiment une culture interne, mais en même temps, à la retranscrire aussi d'un point de vue externe. Et ça, c'est chouette. Ah, du coup, donc Gaëtan pose une question sur est-ce que tu recommanderais d'incentiver les commerciaux sur les recommandations clients en plus de leur vente pour une boîte qui fait du service avec une force commerciale importante? Euh, En fait, le biais que je vois, c'est que si c'est pas eux derrière qui gèrent, alors si c'est un soft où bon, il y a pas vraiment de problème de gestion, mais ils vont pas être dépendants en fait de la satisfaction client s'ils ont closé et que derrière c'est une autre personne qui prend le relais. Je trouve ça un petit peu dur. L'avantage que je vois, c'est de sourcer des bons deals et des gens et de pas aller chercher des deals qui capotent au bout de quelques mois. Mais pour moi, le gros problème, c'est que derrière, ils n'ont pas la main sur un client satisfait. Si leur job s'arrête, évidemment, à la signature. Et donc, c'est un petit peu bizarre de les incentiver sur ça. Ou alors sur une petite partie, mais il ne faut pas que ça soit prépondérant dans leur bonus, quoi. Ouais. Sur les commerciaux en général, tu as plutôt intérêt à les incentiver sur la durée de la collaboration, parce que si le commercial te signe une boîte pourrie, globalement, la collaboration va s'arrêter assez rapidement. Donc, ça peut être un bon indicateur. Tu peux arriver à un petit mix peut-être entre de la reco, de la durée de collaboration. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, l'incentiver sur la collaboration, s'il ne gère pas la relation, c'est un peu. Bon, après, c'est mon avis. Je pense que c'est aussi possible de le faire et je vois l'avantage aussi, hein, mais je sais pas si ça répond à ta question, Gaëtan. Ok. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend surtout de ce que font tes commerciaux. Est-ce qu'ils ont la relation client ou pas, quoi. Ouais, et dans mon cas, ils l'ont pas. Donc, Top. Et est-ce que vous ben, avez d'autres questions? je sais pas trop. Il y a des tentatives il y a des tentatives d'écriture, donc je regarde. Allez-y, lâchez-vous. Euh, ah oui, quand est-ce que tu demandes des avis à tes clients? Est-ce que tu as des moments clés? Euh, ouais, c'est un bon point. On s'est posé la question parce qu'il y a un petit biais quand c'est à l'initiative du consultant. Ça va être de prendre le meilleur moment. Euh, et en fait, on a retourné un peu le truc dans tous les sens et on est d'avis plutôt à laisser la main au consultant. Euh,
Voilà, donc il y a les biais parce qu'il va le faire au bon moment, etc. Mais on a quand même quelques règles où il ne faut pas que ça soit dans les, je ne sais plus exactement si c'est 2 ou 3 premiers mois. De toute façon, il n'a pas un intérêt énorme à le faire parce que c'est souvent en rodage, donc il n'y a pas un client qui va être, à part exception, qui va se dire c'est génial au bout de 2 semaines. Et voilà, mais c'est vraiment l'initiative du consultant. Euh, donc voilà. Et donc lui, il le fait Donc quand il le sent, quoi. il le fait quand il le sent. Euh, mais après, pareil, on a peut-être que sur 1 ou 2 clients, il a réussi quelques consultants ont réussi à avoir une bonne reco, alors qu'en fait, c'était sur une vague positive au-delà d'un désert de satisfaction. Les clients sont quand même souvent assez lucides aussi, et s'ils le font, c'est que c'est plutôt du long terme. Ce qui est déjà arrivé en revanche, c'est que en juin, on a une reco, qui ait des problèmes en septembre et que le client est beaucoup moins content et voire pas content à la fin. C'est déjà arrivé, mais bon, c'est un petit peu la vie des affaires, quoi. Donc, Ok. Et dernière question, y a-t-il des leviers d'acquisition plus propices à la satisfaction, à l'insatisfaction? des leviers d'acquisition, tu veux dire des clients enfin, acquis par une certaine source de marketing, etc., qui sont plus ou moins contents? C'est ça la question? Ouais, je pense. Euh, Si c'est ça la question, dans ce cas, oui. Ah oui, carrément. Nous, c'est assez clair. En fait, si on divise les clients qui viennent de la recommandation, du bouche à oreille, globalement, ils sont beaucoup plus satisfaits du reste. Il y a plusieurs explications, mais je pense qu'ils sont un peu plus qualifiés parce que la personne qui les recommande, sont au courant de ce qu'on fait, de ce que font leurs amis ou leurs connaissances. Donc, il y a un match un petit peu évident, un peu comme quelqu'un qui fait rencontrer un couple et qui connaît 2 personnes avant. Ça, c'est le premier effet que je vois. Et le deuxième, c'est que opposé à ceux qui viennent de la prospection, qui est un petit peu nouvelle, euh, on a moins le côté capital confiance qu'on a quand on est recommandé par quelqu'un. Donc, Ok. il y a peut-être plus de méfiance sur le début de la relation. C'était plus apparemment, c'est plus des données sectorielles par rapport à ton marché. Est-ce que les clients qui font de l'USEA sont plus contents que les clients qui font de Ah, pardon. l'emailing chez toi, etc. Ok. Alors nous, on a la partie acquisition, donc social SIA, qui est assez mélangée. On a peu de clients qui ne font qu'un des deux, donc en général, c'est les deux. Donc et on a une boîte de SEO qu'on a lancée, mais c'est pas, je pense, que c'est pas le sujet, on va pas en parler là. Et du coup, non, ça serait plutôt par industrie e-commerce versus lead gen, où là il y a des grosses différences déjà entre les deux. L'e-commerce a été quand même assez chaud cette année, donc c'est plus leur business qui a été impacté. Du coup, par effet rebond, ils se tournent vers leur agence marketing pour avoir des coûts d'acquisition plus bas. Euh, et au sein du e-commerce, il y a certains secteurs qui ont été plus compliqués que d'autres. Je pense fashion, etc., où c'était assez compliqué. Voilà, mais ça, c'est plus lié à des données macro. Je pense que c'est pas directement notre boulot. Et nous, on sert aussi alors, bouc émissaire, le mot est fort, mais plutôt de tampon Ouais. pour gérer la frustration de certains clients. Ok. Je termine avec la question de Delphine et puis après on va arrêter. Est-ce que vous avez des templates de mail ou des formats de discours pour aider les consultants à demander des avis? Alors, c'est magnifiquement géré par Trustfolio, puisqu'on peut gérer ça au niveau envoi, on modifie un petit peu le template et tu peux choisir tutoiement, vouvoiement, t'écris ton mail, etc. Donc oui, la réponse est oui, et on le fait directement en l'occurrence via Trustfolio. Top. Bon, on conclut là-dessus. Voilà, yes. Merci Baptiste, c'était Merci ultra Thomas. intéressant. Ce que je vous propose, c'est je vais envoyer un mail à tout le monde avec les coordonnées de Baptiste si vous avez besoin et envie de prolonger les échanges avec lui. Et puis n'hésitez pas, on va aussi publier le webinaire, à le partager si vous avez trouvé ça intéressant. On espère que ça vous servira. Je vous souhaite à tous une super belle journée. Merci Baptiste. Merci à tous. Bonne journée. Salut, salut.